Et bonjour la première salle. Le projet Aristote va commencer. Je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir vous assurer que vos téléphones portables, smartphones, sont bien en position allumée, afin de pouvoir prendre des photos, des vidéos, de prendre du texte, de pouvoir relayer ça sur les réseaux sociaux, #AgitLaval18. Comme ça va permettre de graver des souvenirs qui vont peut-être être éternels. Cette journée va devenir éternelle grâce à ces souvenirs qui seront grâce à ces appareils. C'est un truc assez incroyable la mémoire. J'arrive à me souvenir du numéro de téléphone de mes parents quand j'étais tout petit. Oui, il y avait 8 chiffres, hein, j'étais tout petit. Et en fait, je n'arrive pas à me souvenir de mon numéro de téléphone fixe. En fait, j'ai jamais fait l'effort de me souvenir de mon numéro de téléphone fixe, puisqu'en fait, tout est là-dedans. Je suis né en 74, moi je suis né d'une génération, j'ai pas l'habitude que mes souvenirs soient là-dedans. En fait, pour moi, mes souvenirs, c'était plutôt stocké dans des trucs comme ça. C'était ça le device, en fait, à l'époque. Alors souvent, on allait dans un grenier, ce genre de choses. Puis on allait explorer dans les cartons. On ouvrait comme ça. Quand j'étais petit, j'habitais avec ma maman, c'est pas très extraordinaire. J'étais là, j'ai une petite sœur, j'ai un papa, puis j'avais un grand frère. C'est vrai que mon moyen de communication, c'était assez conflictuel. C'est normal, c'est un grand frère. Alors on habitait là, dans cette maison. Et à côté de cette maison, il y avait un grand arbre. Et j'adorais grimper en fait dans ce grand arbre, je passais presque tout mon temps. Et la nuit, en fait, je passais mon temps à regarder les étoiles et à regarder le ciel. En fait, je m'inventais des histoires, je parlais en fait avec les extraterrestres. Et du coup, j'aimais beaucoup, mais vraiment beaucoup, la Lune. Alors aujourd'hui, je vais souvent rendre visite à mes parents. On se raconte des histoires, on se raconte nos journées, on se raconte nos vies. Moi, je leur raconte ma vie de coach agile. Je ne suis pas tout à fait sûr, en fait, qu'ils comprennent ce que c'est. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errant au gré des landes, me conduisit un jour. Elle est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire les tours. C'est le pays de nos désirs. C'est le bonheur, c'est le plaisir. C'est la terre roulant qui nous laisse ici. C'est dans notre nuit comme une éclaircie, l'étoile nous suit. C'est Alors, apprendre à apprendre.
Première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est pourquoi en fait apprendre à apprendre. C'est quoi l'intérêt d'apprendre à apprendre? On est super doués, on est super intelligents tous, on a des grosses capacités, on sait des tas de trucs, on passe beaucoup de temps à l'école pour apprendre des choses. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se mettre plutôt à apprendre? Le projet Aristote, c'est aller à la rencontre des scientifiques pour nous raconter des choses, et j'ai rencontré des scientifiques qui aujourd'hui se disent la compétence principale qu'il va falloir demain, et quand je dis demain, c'est cette capacité à apprendre à apprendre. Alors, vu de ma fenêtre, c'est fortement lié à la complexité et l'accroissement de complexité du monde. Quand on interroge les scientifiques sur l'histoire du monde, ils nous parlent d'accroissement de complexité. La complexité, c'est pas forcément compliqué, c'est surtout le fait que les choses sont liées ensemble. L'étymologie du mot complexité, c'est complexus, c'est ce qui est lié ensemble. C'est un enchevêtrement d'entrelacements. À l'origine, il y a à peu près 14 milliards d'années de ça, on se retrouvait uniquement avec des éléments projetés dans l'espace et de l'énergie, principalement la gravité. C'était ça. Donc à l'époque, c'était très très peu complexe. Et puis en fait, ces éléments avec la gravité se sont mis ensemble, ont formé des étoiles. Au cœur de ces étoiles sont nés des atomes, qui sont des éléments plus complexes. Et puis quand l'énergie de l'étoile était complètement consumée, les éléments se sont répartis à nouveau et se sont à nouveau remis ensemble pour former des molécules. Et on retrouve ces éléments, ces agglomérats qui ont formé les planètes. Au cœur de ces planètes, on retrouve certains liquides, dont l'eau, qui ont favorisé le fait qu'à nouveau les éléments se sont liés encore ensemble, avec des macromolécules, dont la plus célèbre, c'est l'ADN, qui a permis de porter la vie, et qui a permis de constituer ce que nous sommes nous, des individus avec un cerveau. Et le cerveau, c'est, vu de notre fenêtre d'humain, l'élément le plus complexe au monde. Il y a plus d'éléments dans votre cerveau et l'interaction entre ces éléments qu'il y a d'étoiles et d'éléments dans la galaxie connue. Et puis on a continué à complexifier tout ça, les individus se sont mis ensemble, avec des villes de plus en plus grandes, et puis Internet est arrivé, et qui a continué à faire du lien. C'est ça, cet accroissement de complexité, qui fait que parfois, ça peut être un petit peu compliqué. À l'époque du Big Bang, c'était assez facile de gérer des projets, des familles, des écoles. Bon, il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas de projet, pas d'école, mais maintenant, aujourd'hui, on est à ce stade où ça devient plus complexe. Donc un cerveau, c'est 86 milliards de cellules, donc connues sous le nom de neurones, et c'est ce gros paquet de connexions, et le tout fonctionne à 1/10 de milliseconde. Donc c'est de la vulgarisation au maximum, mais dites-vous ça, à la fréquence de 1/10 de milliseconde, tout ce qui se passe autour de vous forme une trace dans votre cerveau avec des connexions entre les neurones. C'est cette mémoire, cette trace qui se met en place. Et quand je parle de mémoire, c'est super relatif, parce qu'effectivement, si vous vous souvenez plus tard, vous reconstituez en fait ce même faisceau. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on reconstitue ce faisceau sur une matière qui a une durée de vie très courte. Vos neurones ont une durée de vie seulement de quelques mois. Ce qui fait que toutes les reconstructions, toutes les mémoires, tout est à chaque fois un travail de reconstruction. C'est pas comme sur nos smartphones, où on stocke toujours. Là, on va reconstituer en fait un souvenir. Et étant donné qu'il y a une partie des connexions qui ont été perdues parce que des cellules ont été perdues, le souvenir sera forcément imparfait. Si vous faites l'effort d'essayer de reconstituer dans votre tête le visage de la personne que vous aimez le plus, vous n'arriverez jamais à faire aussi bien que l'image de votre smartphone. Et donc, l'une des particularités aussi du cerveau, c'est que l'image qui va s'imprimer en fait dans votre cerveau va modifier du coup les connexions. Donc à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez modifier physiquement votre cerveau, et c'est le même cerveau qui va servir à percevoir le monde. Donc ce qu'il faut comprendre un petit peu en termes de mécanique, c'est que le cerveau en fait est tout le temps en train de faire des projections. L'objectif numéro 1 du cerveau, c'est de nous maintenir en vie. Donc il est en permanence en train de se dire c'est quoi le prochain truc que je dois faire qui va contribuer à ma survie. Sauf que le cerveau, il n'a pas un accès direct à l'extérieur, donc il passe par les sens, qui sont bien plus nombreux que les 5 sens qu'on nous apprend à l'école. Et il se dit, étant donné ce que j'ai vécu précédemment, et étant donné ce que je suis en train de capter comme information, voici ce que je vais déclencher derrière. C'est à chaque fois une projection, une espèce de pari, et il y a une boucle d'apprentissage qui lui dit « Ok, tu as gagné, ok, tu as perdu. Je vais boire de l'eau, tout à l'heure j'ai bu de l'eau,
C'était une sensation plutôt agréable, donc je vais pouvoir revoir de l'eau. Là, c'est une conscience, mais notre cerveau fonctionne sans le côté un peu conscience, évidemment. Donc, on est en fait en permanence en train d'apprendre. Demander quelque chose à quelqu'un, c'est en permanence lui demander un apprentissage. Demander à vos enfants de répéter la même poésie 14 fois de suite, c'est 14 fois un apprentissage. On n'en croit rien, on en croit partie, mais à chaque fois le contexte a changé. On a pu vérifier que dans une salle de classe, vous modifiez la température d'un demi-degré, vous modifiez totalement les capacités cognitives des enfants. Et c'est l'un des multiples et pratiquement infinis paramètres à prendre en compte, étant donné qu'on est connecté à de tout partout. Et que ça modifie du coup nos capacités cognitives derrière. Je reviens sur le petit schéma quand même, pour vous donner une petite illustration de cette projection et de cet apprentissage. On pensait il y a encore très peu de mois, pratiquement, en neurosciences, que le workflow, enfin le mécanisme de la vision, c'était des photons qui arrivent sur la rétine, on envoie l'information binaire via le nerf optique au cerveau, et en fait, pas du tout. Ce qui se passe, aujourd'hui maintenant on sait mesurer tout ça, c'est qu'en fait c'est notre cerveau qui en grande partie va conditionner ce que l'on va percevoir. Je ne suis pas en train de vous parler d'interprétation et d'intellectualisation, je suis en train de vous parler de la perception nette. 70% de l'information au niveau de la rétine provient du cerveau. Donc on est bien dans vu ce que j'ai vécu précédemment, je pense que je suis en train de voir, par exemple là-bas, un monsieur avec des lunettes. Et c'est parce que je me suis beaucoup habitué à voir ça, que du coup je vois ça. Mais la vraie information qui me vient dans les yeux ne compte que pour 30%. Nos amis scientifiques, maintenant, en 2018, nous appellent des hallucinés en contrôle. Nous sommes des hallucinés en contrôle. Quand vous managez des gens, vous managez des hallucinés. À la maison, vous avez des hallucinés. C'est vrai que d'expérience, on peut se dire que ça peut effectivement, on peut parfois constater ce type de choses. Et donc, c'est une problématique. Si on met un groupe autour d'une table et que l'on n'a que des hallucinés, c'est pas forcément très simple. C'est peut-être souvent ce que l'on constate dans les entreprises, dans les écoles, à la maison. Et du coup, là, l'idée, ce serait de se dire, mais là, en fait, c'est une super richesse, c'est une super opportunité. À partir du moment où on se dit, ok, j'ai raison, mais que pour moi, c'est une super opportunité, en fait, d'ouvrir son champ de vision et d'avoir d'autres points de vue. Et là, j'insiste là-dessus, on n'est pas sur de l'interprétation, on est sur de la pure perception. Vous êtes tous en train de vivre une expérience totalement différente, vous n'en avez peut-être pas conscience, on va essayer peut-être de voir ça après. Le dernier petit concept que je vous passe, pour que vous compreniez un peu la complexité, je vais vous faire un parallèle par ailleurs. Si vous prenez un interrupteur de lumière, vous avez une position on-off. Si vous prenez un variateur, vous avez on-off plus plein de possibilités. Le variateur, c'est faire ce que fait l'interrupteur, mais l'interrupteur ne fera jamais l'inverse. En termes de complexité, on va se retrouver un peu avec ces notions. C'est-à-dire que seuls des éléments plus complexes peuvent appréhender des éléments moins complexes. Ce qui fait que l'homme que vous voyez ici est en capacité de comprendre cette pierre, mais jamais la pierre ne sera en capacité de comprendre les pensées de la lumière. La petite particularité, là où ça va nous challenger, c'est qu'on est souvent des hommes face à des groupes, et il semblerait qu'on n'ait pas les capacités cognitives en fait, à comprendre ce qui peut se passer à l'intérieur d'un groupe. Alors j'aimais beaucoup, vraiment beaucoup, parler avec les extraterrestres. Alors si un jour, il vous venait l'idée de venir nous rendre visite, en fait sachez qu'on vit en bordure de l'univers, et on vit même en fait dans une galaxie, et notre système solaire est lui-même en bordure de cette galaxie. Donc d'après les scientifiques, en fait, on devrait être situé pas trop loin d'un centre commercial, probablement. Une fois que vous aurez trouvé, du coup, notre système solaire,
vous allez trouver 8 planètes. Et pour nous trouver, bah, c'est pas très compliqué, c'est la 3e, en partant du Soleil. Elle est un petit peu plus bleue que les autres. Alors par contre, pour se garer, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. En plus, les parkings sont super chers. Donc si vous venez nous rendre visite, bah, probablement qu'il faut mieux se garer sur une planète en fait à côté. Alors là, vous vous dites, Steve, tu es bien gentil, mais quand même, ok, tu nous traites d'halluciner, tu nous montres des pierres, des machins, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Donc je vais vous proposer une petite expérience, et on va tenter un truc de dingue, hein. On va essayer avec l'autre salle aussi de faire la même chose. On va essayer de voir un peu comment se comporte un groupe face à un groupe d'hallucinés. Moi je vous aime tous beaucoup, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais vous demander s'il vous plaît tous de vous lever, et même dans le deuxième enfant, faire un truc super décalé, ça va être incroyable. Et vous allez faire exactement les mêmes choses que moi, d'accord? Je vais donner une suite de phrases et vous allez faire strictement pareil que moi. À vous de juger si gérer des gamins, gérer une classe ou gérer des projets, c'est plus compliqué ou plus simple que ce que je vais faire. Donc vous allez tendre les bras et vous allez mettre les paumes vers l'extérieur comme ça. Vous inversez. Vous croisez les bras. J'ai perdu personne, c'est parfait. Et vous allez resserrer. Donc attention aux instructions, les hallucinés. Vous avez le pouce du bas, c'est celui de la main gauche. Ça marche? Vous allez refermer. Et vous inclinez le tout vers la droite. Attention aux épaules, il ne faudrait pas se blesser en début de journée. Et vous allez monter 2 doigts de la main gauche pour faire apparaître un joli escargot. Un joli escargot. Alors j'ai le grand bonheur en fait de faire ce jeu-là avec le projet Aristote à des centaines de personnes. Et j'ai toujours des gens comme François Xavier, il n'y a aucun problème, hein, qui me mettent l'escargot avec la tête en bas, mais bon, c'est pas un problème du tout. Il n'y a aucun souci. Vous refermez très fort pour faire une pierre. Il faut commencer à forger une pierre extrêmement fort. Et puis vous allez lever tous les doigts pour faire apparaître un hérisson. C'est bon, vous l'avez, vous refermez très fort, extrêmement fort. Il faut construire maintenant une maison pour le hérisson et l'escargot. Donc vous serrez très fort les doigts pour faire une pierre très fort, très fort, très fort. Et vous construisez le toit de la maison. Ok, pas de problème, pas de problème. C'était peut-être un petit peu trop d'instructions, peut-être que dans vos projets, dans vos écoles, etc. On va faire beaucoup plus simple, ok? Beaucoup plus simple. Je vais compter jusqu'à 3 et ensuite je vais dire go. Quand je dis go, vous tapez dans les mains. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est à peu près du niveau du projet que vous gérez, de vos enfants, des classes et tout? On est au même niveau? Ça va aller, mes hallucinés? Allez, on tend les mains. Je compte jusqu'à 3. Quand je dis go, vous tapez dans les mains. C'est parti. 1, 2, 3. Go! Ok. On va le refaire. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il n'y a aucun souci. Ceux qui n'ont pas réussi, c'est normal. On va réussir. On va recommencer. Vous avez compris le truc? Je vais dire 1, 2, 3. Peut-être que je vais taper dans les mains avant. Et ensuite, je dis go. C'est bon pour tout le monde. 1, 2, 3. Go! C'est pas grave. On va le refaire. On va y arriver. Il n'y a aucun souci, c'est normal. C'est normal. On prend juste conscience que. Voilà. On va le refaire. 1, 2, 3. Go! Allez, c'est parti. Merci. Alors maintenant que vous avez trouvé la planète, ce que je vous propose, c'est de venir en fait donc dans la maison de mes parents, et je me dis que ça pourrait être intéressant de vous faire visiter. Donc en fait, quand vous entrez à droite, vous avez la cuisine. Donc la cuisine, c'est la pièce en fait où on se réunit pour partager le repas. Alors l'outil le plus utilisé pour partager le repas, c'est la casserole. Hein. C'est avec ça que maman préparait en fait les plats, les cuisines. Un peu plus tard, c'est le micro-ondes qui est devenu l'outil en fait le plus utile pour préparer les repas. Moi, je dois vous reconnaître qu'en 2018, le micro-ondes, je l'utilise quand même beaucoup. Et
Le deuxième outil que j'utilise beaucoup aussi, je ne peux pas vous montrer ce que je suis en train de filmer avec. C'est mon téléphone portable, quand même devenu indispensable pour ma nutrition, notamment parce que je passe beaucoup de commandes. Alors de l'autre côté, à gauche, vous trouvez le salon, de mes parents. Alors à l'époque de mes grands-parents, le salon c'était un endroit où les familles se réunissaient pour raconter leurs histoires et raconter leurs journées. Alors moi quand j'étais petit, c'est plutôt la télévision qui racontait ses histoires et qui racontait sa journée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à la maison c'est pas mal encore mon smartphone et mes tablettes qui racontent son histoire et qui du coup qui nous racontent sa journée. Écoute Béatrice, je suis super content pour ta promotion. Non mais vraiment, félicitations, tu te rends compte, tu es devenue directrice de la transformation mondiale. Vraiment un super job. Et il y a cela 10 ans, tu étais chef de projet. Voilà. Moi j'ai le bonheur de vous accompagner là, depuis maintenant 3 ans, et voilà, le chemin parcouru. On a commencé par un petit projet et maintenant on est en train de transformer tout ça. Donc c'est gentil de me consulter là, pour cette nouvelle étape, mais je pense que tu sais faire en fait tout seul. Hein, et tu vas faire comme d'habitude, tu vas commencer comme on a fait avant avec une équipe, puis après avec plein d'équipes. Ça veut dire que la chose que tu vas faire, c'est interviewer les gens pour leur demander c'est quoi leurs objectifs. Parce que mettre en place de l'agilité ou transformer, s'il n'y a pas d'objectif, ça sert un peu à rien. Donc tu vas aller les rencontrer, tu vas les sonder. Et puis tu vas leur demander c'est quoi pour eux devenir plus agile, c'est quoi ce besoin de transformation. Et puis comme on a fait, en fait, ça va nous permettre de mesurer en fait si on va dans le bon sens ou pas. Donc tous les mois, on sondera tous ces gens-là. Puis on leur demandera pas si on va monter la productivité ou le ROI, on ne sait pas calculer. Mais on leur demandera juste si ils pensent que ça va mieux dans chacun de ces domaines, ou si ça va moins bien, ou si ça ne va pas, ou si ça n'a rien changé. Donc voilà. Après, tu sais, ça se fait beaucoup, ce que je t'ai déjà raconté, ça fait 3 ans que je raconte le même truc, ça se fait beaucoup en science, on fait des hypothèses et on mesure. On fait des hypothèses et on mesure. Et la mesure, c'est jamais du contrôle. Jamais du contrôle. Et au contraire, sans doute que si ça devient trop difficile, sans doute qu'il faut arrêter la mesure, si c'est perçu comme un contrôle. Les scientifiques font beaucoup ça. Les médecins font beaucoup ça. On trouve beaucoup ce mécanisme dans les hôpitaux. Et aussi, on trouve pas mal ce mécanisme, notamment dans les maternités. Alors ça faisait 7 heures qu'on est arrivé à la maternité. Et une femme a profité d'un soin sur Béatrice pour... Béatrice m'accompagne. Elle m'a pris à part et elle m'a dit « Votre bébé souffre ». Il y a des phrases comme ça, on n'a pas besoin de smartphone pour s'en souvenir. Les heures ont passé, 27 heures après notre arrivée, il fallait intervenir. Mais les équipes étaient épuisées. Et l'appareil qui mesurait les difficultés du bébé sonnait de plus en plus. Et là, il s'est passé un truc incroyable, une très belle leçon pour moi. Les équipes avaient géré un autre accouchement très difficile à côté, il fallait intervenir maintenant. Tout le monde était épuisé, mais il fallait intervenir. Mais quand on est épuisé, on ne prend pas les bonnes décisions. Donc une femme est venue, a pris une couverture, l'a mise sur Béa, on a pris une autre, l'a posée sur moi. Elle a basculé mon fauteuil en arrière. Elle a éteint tous les appareils de mesure, tant que l'équipe se repose. Et puis elle a éteint la lumière. Nina, Nina, c'est l'heure de la sieste, tu es où? Tu es dans ta cabane? Nina, Nina. Nina! Ah, tu es là. Viens, je vais te raconter l'histoire du petit caillou. Il était une fois un petit caillou.
Il habitait au milieu de la forêt, au milieu de tous ses amis. Il était là tout le temps, il était là le jour, il était là la nuit, il était là quand il faisait beau, quand il pleuvait, même quand il y avait de la neige. Un jour, une petite fille est arrivée. Quand elle vit le petit caillou, elle se dit « Mais comme il est beau, comme je voudrais le prendre avec moi !» Alors la petite fille le mit dans son sac à dos. Et le petit caillou ne voulait pas du tout aller dans ce sac à dos. Il voulait rester au milieu de la forêt avec tous ses amis. Quand elle est rentrée chez elle, dans sa maison, la petite fille montra le petit caillou à sa maman. « Oh, comme il est beau, ce petit caillou !» dit la maman. « Tu vas pouvoir le mettre au milieu de ta collection. » Mais le petit caillou ne voulait pas du tout aller au milieu d'une collection. D'ailleurs, il ne savait même pas ce que c'était qu'une collection. La petite fille l'amena dans sa chambre et le posa sur une étagère au milieu de plein d'autres cailloux. Comme il était heureux, notre petit caillou, de se retrouver là avec tous ses nouveaux amis. Il allait pouvoir s'amuser tout le temps, le jour et la nuit, quand il ferait beau, quand il y aurait de la pluie et aussi de la neige. Allez, maintenant c'est l'heure de dormir, Nina. Bonne nuit. Alors une fois qu'on a mis en place les mesures, il faut mettre en place, voici le comment de apprendre à apprendre. Voici ce que les scientifiques nous disent, voici comment concrètement vous pouvez mettre en œuvre l'apprendre à apprendre. La première chose, c'est faire découvrir aux enfants, dans les écoles, à la maison, les gens dans vos équipes, les inciter à découvrir. Et surtout, essentiellement, les inciter à découvrir avec leurs sens. C'est très important, qu'ils explorent par eux-mêmes et avec leurs sens. Reconnaître les lois de la vie, leur apprendre comment fonctionnent les cerveaux, tout ce qu'on est en train de découvrir avec les neurosciences. Leur comprendre que c'est normal quand on donne une instruction, qu'il y a la moitié qui ne comprennent pas, qu'il va falloir peut-être répéter, reformuler différemment, travailler le référentiel des gens. Tout ça c'est normal, on est comme ça. S'organiser. On est dans une culture, on hérite de Descartes où on a tout découpé. À l'école c'est le français d'un côté, le maths de l'autre. Dans les entreprises c'est du marketing, c'est de la production, c'est de la maintenance. Alors que s'organiser en fait c'est faire du lien. Créer de l'intelligence c'est faire du lien. Interligérer, c'est l'étymologie de l'intelligence, ça veut dire lier ensemble. Et puis après, créer du sens. Alors ça, c'est un sacré élément où on part très fort dans la philosophie. D'après les scientifiques, on est des poussières d'étoiles balancées dans l'univers. Ah ouais, il va falloir créer du sens. Et en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que manager, en tant que chef d'équipe, de Scrum Master, tout ce que vous voulez, il va falloir créer du sens. Et là, j'ai envie de dire bon courage et démerdez-vous, mais on en a besoin. On en a besoin. Il faut du pourquoi. C'est comme ça. On est fait comme ça. Choisir. Si on part du postulat qu'on est tous des hallucinés, c'est un peu bizarre dans nos sociétés qu'on ait décidé que chef décide. En fait, c'est voilà, un halluciné qui va décider. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus de chef et plus de manager. Je pense qu'il faut juste que les décisions soient prises collectivement, si on veut un peu entendre ce que nous disent nos amis scientifiques. Et puis innover. Faites votre projet Aristote à vous. Créez quelque chose. Découvrir, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Il faut mettre en action tous ces sens. Il faut les activer. Donc il faut innover. Et puis le dernier, c'est le principe de classe inversée, c'est échanger. Plutôt qu'avoir un halluciné qui va transmettre une information, mettre l'information au milieu de la table et organiser le fait que les enfants s'approprient avec leur propre référentiel, échangent, partagent. Alors, c'est la dernière vidéo que je vais vous envoyer parce qu'en fait, là, je viens de sortir une réunion avec quelqu'un du CNRS et en fait, je comprends que d'envoyer des vidéos comme ça aux extraterrestres, c'est complètement débile.
Mais qu'est-ce que vous voulez, on est des humains, on est extrêmement égocentré. Du coup, après avoir créé Dieu à notre image, on s'est dit que sans doute s'il existait des formes d'intelligence extraterrestre, sans doute qu'elles nous ressembleraient. Et du coup, sans doute qu'elles seraient capables de lire, par exemple, cette plaque qui a été lancée en 1972 sur Pionnier. Voilà, sans doute qu'ils auraient des yeux, hein, une forme d'intelligence à nous, mais eux, sans doute qu'ils l'auraient, puisque évidemment, ils doivent nous ressembler. Hein. Alors qu'il faut quand même reconnaître que sur Terre, on doit être à peu près la seule espèce sur des millions à pouvoir voir cette plaque. Pourquoi est-ce qu'ailleurs bon. Et puis il faut reconnaître qu'on est quelques milliards nous, et je ne suis pas persuadé qu'on soit beaucoup à la comprendre. Donc voilà, j'arrête de vous envoyer des vidéos, tout ça, ça ne sert à rien. Et 6 ans à étudier les sciences pour essayer de comprendre les individus, les interactions, rencontrer les scientifiques, et qui me racontent que en fait, ça ne sert à rien. Comment ça sert à rien? 6 ans que je m'emmerde à étudier tous ces trucs, et en fait, ça sert à rien. Bah ouais, Steve, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est des modèles, c'est des trucs scientifiques. Ça sert à construire des avions, éventuellement, je ne dis pas le contraire. Mais tout ça, c'est faux. Ouais, d'accord. Alors, écoute, moi, je suis coach agile, j'ai voulu, on essaie de mettre en place des modèles, tu vois, au niveau sociologie, pour que les gens travaillent ensemble. Steve, arrête. La physique, hein, des petites particules dans l'espace, la gravité. C'est faux. Tout ce que l'on sait est faux. C'est un modèle. Comment ça, c'est faux? Bah, je te donne un exemple. Aujourd'hui, on sait que plus de 70% de l'énergie qui est dans l'univers, c'est ce qu'on appelle l'énergie sombre, l'énergie noire, et on ne sait absolument rien de cette énergie. On ne comprend pas comment ça marche, on ne sait pas ce que c'est. Et ce qui est rigolo, c'est que cette énergie, elle exerce une pression sur les énergies que l'on connaît, sur l'énergie cinétique, sur la gravité, toutes ces choses-là. Une pression extrêmement forte. Et extrêmement forte. En fait, le rapport de force entre les deux, c'est 1 avec 120 zéros derrière. 120 zéros derrière. Ce qui fait que, en fait, concrètement, si nos modèles étaient vrais, et ce chiffre est le seul possible dans nos modèles, là, c'est juste qu'on ne devrait pas être là. Voilà. Donc, tous ces modèles peuvent nous aider à réfléchir, mais ça part un peu du postulat qu'on n'est pas là. Donc, Steve, un peu désolé, mais tout est faux. Ouais, et le projet Aristote, je raconte quoi, moi, aux gens? C'est quoi la matière qui va leur permettre peut-être de... tu sais, depuis toujours, en fait, l'homme a eu ce besoin de pourquoi. Et la seule matière qui est capable d'explorer un peu justement l'âme humaine, il y en a peut-être deux. Il y en a une, c'est la philosophie, et l'autre, c'est la poésie. Alors c'est vrai que moi je suis dans l'agilité depuis pratiquement 10 ans maintenant. Et si on se met du point de vue des neurosciences, l'agilité 1.0 pour moi, ce n'est que ma vision, que ma perception d'halluciner, c'est le manifeste agile, et c'est super cool. C'est des hallucinés qui se réunissent ensemble et qui disent tiens, voici nos visions communes, c'est hyper cool. La deuxième étape, c'est les coachs agiles comme moi, qui ont lu le manifeste agile, qui se sont créés leur propre hallucination de manifeste agile, et qui ont été le répandre dans des entreprises à d'autres hallucinés. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance de visiter pas mal d'entreprises et de constater la belle implémentation des hallucinations des coachs agiles. C'est vrai que j'ai fait partie de ces coachs agiles qui arrivaient à la place en disant au manager ou au chef de projet, écoute, voilà, tu sais plus faire, voilà, je vais te raconter comment on auto-organise une équipe auto-organisée par les coachs agiles, c'est toujours un peu rigolo comme phrase. Et puis, depuis quelques années, en fait, j'essaie d'explorer une agilité 3.0, qui est une version supérieure, donc qui inclut les précédentes, il ne s'agit pas de les rejeter, mais qui est de se dire, je tente d'être un facilitateur neuro-amical au service d'équipes auto-apprenantes. Je les invite à aller découvrir du Scrum, je les invite à aller sur du Kanban, mais je leur donne la matière brute, et je l'organise le fait qu'ils vont se l'approprier entre eux, dans leur environnement, dans leur contexte, dans leur culture. C'est pas simple tous les jours, mais ça se passe nettement mieux quand c'est comme ça. Alors, mon ego est un petit peu moins flatté, parce que c'est pas moi qui raconte ce que je vais faire, comment je voudrais que ce soit fait.
Mais il faut reconnaître que parfois mon ego a besoin, pourrait avoir besoin, d'être balayé au profit du collectif. Parfois, la nuit, Gilliatt ouvrait les yeux et regardait l'ombre. Il se sentait étrangement ému. L'œil ouvert sur le noir, situation lugubre, anxiété. La pression de l'ombre existe. La pression de l'ombre agit en sens inverse sur les différentes espèces d'âmes. L'homme devant la nuit se reconnaît incomplet. Il voit l'obscurité sans l'infirmité. Le ciel noir, c'est l'homme aveugle. L'homme face à face avec la nuit s'abat, s'agenouille, se prosterne, se couche à plat ventre, rampe vers un trou, ou se cherche des ailes. Presque toujours, il veut fuir cette présence informe de l'inconnu. Il se demande ce que c'est, il tremble, il se court, il ignore. Parfois aussi, il veut y aller. Aller où? Là. Et là, qu'est-ce? Et qu'y a-t-il? Ces univers qui ne sont rien existent. En les constatant, on sent la différence qui sépare n'être rien de n'être pas. L'irréductible est là. Quoi qu'on en pense et quoi qu'on veuille, quelque résistance qu'on ait en soi, regarder l'ombre, se ne pas regarder, c'est contempler. Tout cela accru par la solitude pesée sur Gilliatt. Le comprenait-il? Non. Le sentait-il? Oui. Gilliatt était un grand esprit trouble et un grand cœur sauvage. Alors, ben voilà, c'est ça en fait mon métier de coach agile. C'est de mener des grands esprits troubles et des grands cœurs sauvages dans l'inconnu d'une nuit dont on ignore tout. On apprend à explorer. C'est mettre en place des cadres, planter quelques graines, arroser avec du désir et du plaisir, et puis peut-être, et parfois, une énergie comme ça semble sortir de terre et s'élever, un peu comme un arbre. C'est ça mon métier de coach agile. Comment voulez-vous que je raconte ça à mes parents? C'est le pays de nos désirs. C'est le bonheur, c'est le plaisir. C'est le terre roulant qui nous laisse aussi. C'est dans notre nuit comme une éclaircie, l'étoile nous suit. C'est mais la vie nous entraîne, la sonde quotidienne. Cherchons partout l'oubli, pour quitter la terre, citrouer le mystère, où nos rêves se tairent en quelques yucalis. C'est le pays de nos désirs. C'est le bonheur,
sur le projet Esther et Marc. À la technique, on a beaucoup bossé là-dessus. Merci Lacène, Marc, Eric, merci à eux qui nous ont permis de faire toutes ces choses absolument incroyables sur 2 amphis. Et un grand merci aux orgas, c'est eux qui mettent le cadre, qui permettent à nous de planter des graines. Donc merci à Gaëtan, Fabien, Adja, Christophe, Audrey, Jérémy, Guillaume. Merci, très bonne journée à vous.